En cet été 1982, sur les rives scintillantes du lac d'Annecy, une jeune femme s'élançait, portée par la promesse d'une course, d'un avenir. Ses parents la regardaient disparaître au premier virage, le cœur gonflé de fierté. Ils ne savaient pas encore que ce virage serait le dernier, qu'elle ne franchirait jamais la ligne d'arrivée. Ce jour-là, Annecy a vu l'espoir se muer en désespoir, la joie en une angoisse sans nom. Élise Tonnet s'est volatilisée, laissant derrière elle un vide insondable, une énigme qui allait hanter une ville entière pendant des décennies. Pas de corps, pas de vélo, juste le silence. Avant de plonger au cœur de cette histoire glaçante, dites-nous, de quel coin du monde nous écoutez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. Aujourd'hui, sur Vestiges d'un mystère, nous allons exhumer les strates d'un passé enfoui. L'été 1982. Annecy, ville d'eau et de montagne, brillait sous un soleil généreux. Ses ruelles pavées résonnaient des rires des estivants et le lac, miroir céruléen des Alpes, invitait à la quiétude. C'était une saison d'insouciance, propice aux rêves, particulièrement pour Élise Tonnet. À 22 ans, Élise incarnait la vitalité de cette région. Fille unique de Catherine, 45 ans, et de Philippe, 47 ans, elle avait grandi dans un foyer où la discipline et l'encouragement aux activités physiques étaient des piliers. Les Tonnet, commerçants respectés de la ville, tenaient une boutique florissante sur les bords du Thioux, leur réputation d'intégrité et de labeur étant aussi solide que les pierres ancestrales de leur bâtisse. Élise, pour sa part, avait trouvé sa voie et sa passion dans le cyclisme. Dès l'adolescence, les heures passées à sillonner les sentiers escarpés autour du lac, à gravir les cols voisins, n'étaient pas une corvée mais une communion avec la nature et un défi personnel constant. Son vélo de course, un modèle bleu azur, était le prolongement de son corps, un partenaire silencieux dans sa quête d'excellence. Elle s'entraînait avec une rigueur remarquable, forgeant une détermination d'acier sous des traits doux et un regard pétillant. Amie fidèle, fille attentive et athlète prometteuse, Élise semblait destinée à marquer de son empreinte non seulement les pistes cyclables, mais aussi la vie de ceux qu'elle côtoyait. Cet été-là, la ville était en effervescence. La Marathona cycliste du lac, une épreuve réputée, s'apprêtait à accueillir des centaines de coureurs et des milliers de spectateurs, transformant Annecy en un carrefour vibrant d'énergie sportive. Pour Élise, cette course représentait l'apogée de sa préparation, l'occasion de se mesurer à elle-même et aux meilleurs. Le jour de la compétition se leva, limpide et lumineux, baignant les sommets alpins et les eaux du lac d'une lumière éclatante. Au coup de sifflet du départ, Catherine et Philippe Tonnet se tenaient parmi la foule dense, leurs yeux fixés sur leur fille. Leur cœur battait à l'unisson avec les clameurs d'encouragement et le bruit des chaînes. Élise, reconnaissable à son maillot aux couleurs vives et son casque profilé, leur adressa un sourire rapide, une vague de la main, avant de s'élancer avec la détermination qui la caractérisait. Elle disparut rapidement dans le tourbillon des cyclistes, s'estompant derrière le premier virage de la route côtière. Ses parents, leur fier sourire aux lèvres, la regardèrent s'éloigner, convaincus de la revoir quelques heures plus tard, victorieuse ou simplement épuisée, mais présente, tangible. Les premières heures s'écoulèrent, chargées de l'attente joyeuse de l'arrivée. D'abord l'impatience, puis une légère inquiétude, bientôt suivie d'une anxiété palpable. Les concurrents commençaient à franchir la ligne d'arrivée, un par un, puis par groupe. Les visages fatigués mais souriants se succédaient. Mais le maillot d'Élise ne se montrait pas. Les minutes s'étirèrent en un temps infini, lourd et oppressant. Les sourires de Catherine et Philippe s'estompèrent, remplacés par une pâleur croissante. Le public, d'abord bruyant, se calma progressivement, sentant qu'une ombre s'installait sur la fête. Le nom d'Élise Tonnet fut prononcé, d'abord à voix basse, puis avec une urgence grandissante. Elle n'était pas là. Elle n'était pas arrivée. L'espoir se mua en une certitude glaciale. Quelque chose s'était produit. Le désespoir s'empara des parents. La confusion des organisateurs et des officiels se transforma en une mobilisation frénétique. Les recherches débutèrent immédiatement. Des équipes de police, des bénévoles de la protection civile et des habitants d'Annecy, bouleversés par la nouvelle, se joignirent aux efforts. Des heures durant, puis des jours, ils quadrillèrent chaque portion de sentier, chaque recoin de falaise, chaque anfractuosité rocheuse. Ils sondèrent les eaux du lac, peignèrent les rives, inspectèrent les bois et les ravins bordant le parcours de la Marathona cycliste. Des hélicoptères survolèrent la région, leurs projecteurs perçant l'obscurité nocturne, mais ne révélant qu'un paysage immuable. Mais rien. Absolument aucun signe. Élise Tonnet s'était volatilisée. Ni son corps,
ni son vélo bleu, ni le moindre indice. Le vide. Un silence assourdissant remplaça le vacarme des recherches. La disparition devint un mystère insondable. Personne ne pouvait dire où, exactement, elle avait pu s'évanouir. Aucune trace, aucun témoin crédible, aucune piste concrète. Les rumeurs, d'abord chuchotées, se propagèrent comme une traînée de poudre, alimentant la peur et l'incertitude dans toute la ville. Pour Catherine et Philippe, le monde s'était écroulé. Leur deuil était un fardeau d'une cruauté indicible, un deuil sans corps, sans sépulture, sans endroit pour pleurer. Un chagrin suspendu, une plaie ouverte qui jamais ne cicatriserait. Annecy, cette ville idyllique, fut à jamais marquée par le sceau de cette absence. Le mystère de la disparition d'Élise Tonnet allait se figer dans le temps, traversant les décennies, un silence assourdissant qui allait hanter les mémoires, une lacune douloureuse au cœur de l'histoire locale. Une histoire que la Terre allait garder secrète, pour 35 longues années. 35 années s'étaient écoulées depuis ce funeste été 1982. 35 années de silence, de questions sans réponse, d'un deuil inachevé. Annecy avait continué de vivre, mais le souvenir d'Élise Tonnet, cette jeune cycliste disparue, persistait comme une cicatrice invisible sur l'âme de la ville. Les discussions sur le mystère d'Élise se faisaient plus rares, reléguées aux murmures des anciens ou aux archives poussiéreuses des journaux locaux, mais jamais complètement oubliées. Pour Catherine et Philippe Tonnet, le temps n'avait pas pansé les plaies, il les avait approfondies. En 2017, Catherine avait atteint l'âge de 80 ans et Philippe, 82. Leurs visages burinés par les années témoignaient moins de la douceur du temps qui passe que de la cruauté d'une attente éternelle. Les rires de leur fille, ces élans de jeunesse, étaient des échos lointains, des fantômes qui hantaient leurs journées et leurs nuits. Leur maison, autrefois animée par l'énergie d'Élise, était devenue un sanctuaire de souvenirs figés, chaque objet une relique silencieuse d'une vie brisée. Ils s'étaient résignés à la certitude d'une perte irréparable, mais l'absence d'une sépulture, d'un lieu où se recueillir, rendait leur chagrin sans fin, un poids écrasant qu'ils portaient chaque jour. Loin de cette douleur silencieuse, mais sur la même terre qui avait englouti Élise, se déroulaient des travaux de maintenance routière. Mathis Joubert, un homme de 32 ans au dos courbé par des années de labeur, était un ouvrier aguerri. Ce matin-là, comme tant d'autres, il manœuvrait son engin, une pelleteuse aux mâchoires puissantes, le long d'une petite route secondaire. Cette route, oubliée du temps, bordait l'ancien parcours de la marathona cycliste du lac, sinuant entre bosquets et terrains en friche, loin des artères principales. Des années de négligence l'avaient rendu quasiment impraticable, et les racines des arbres s'étaient entrelacées avec la terre, formant un manteau dense sur le sol. Les puissants godets de la machine mordaient la terre argileuse et compacte, arrachant les herbes folles et les racines profondes. Mathis travaillait avec la concentration mécanique que son métier exigeait, attentif aux mouvements du bras métallique, aux vibrations sourdes sous ses pieds. Le soleil montait, réchauffant l'air matinal. Soudain, au creux d'une tranchée nouvellement ouverte, le godet heurta une résistance inattendue. Un bruit métallique, sourd et étrange, se fit entendre, différent du craquement habituel des pierres ou des racines. Mathis, intrigué, relâcha la pression et arrêta le moteur. Il descendit de sa cabine, ses bottes lourdes foulant la terre fraîchement remuée. Penché au-dessus de la tranchée, il écarta quelques mottes de terre du bout de sa botte. C'est là qu'il la vit. Une forme incurvée, rouillée, mais dont la silhouette était sans équivoque. Une roue. Puis un cadre. Lentement, avec précaution, il dégagea davantage de terre. La rouille avait dévoré une grande partie de la peinture, mais une teinte résiduelle, un bleu azur fané, était encore visible par endroits. La forme était indubitable, c'était une bicyclette de course. Un frisson parcourut Mathis. Les légendes urbaines d'Annecy étaient familières à tous. L'histoire d'Élise Tonnet, même 35 ans après, restait gravée dans la mémoire collective. Une bicyclette bleue, enfouie si profondément, dans une zone si proche de l'endroit où la jeune femme avait disparu. Le lien s'imposa à lui avec une force saisissante. Ce n'était pas un simple débris oublié. La gravité de sa découverte devint immédiatement évidente. Son cœur se serra. Sans hésiter, Mathis sortit son téléphone portable et composa le numéro d'urgence. Sa voix, habituellement calme, tremblait légèrement en décrivant ce qu'il venait de trouver. La police fut alertée et, en un temps record, les sirènes déchirèrent le silence de la campagne. Un périmètre de sécurité fut rapidement établi. Les experts de la police scientifique, assistés d'enquêteurs chevronnés, commencèrent leur travail méticuleux.
Chaque pelletée de terre, chaque parcelle du sol, était examinée avec une précision chirurgicale. L'atmosphère devint lourde de tension, chargée de l'imminence d'une vérité longtemps attendue. C'est là, dans cette même valse de terre, à quelques centimètres seulement de la bicyclette rouillée, que la confirmation la plus sombre survint. Les lampes des techniciens éclairèrent des formes pâles et fragiles. Des fragments osseux. Des vestiges humains, entremêlés aux racines, presque absorbés par la terre. Le souffle se coupa dans l'assemblée. Les experts se regardèrent, la confirmation silencieuse de ce que tous redoutaient se lisant sur leurs visages graves. Après 35 ans, la Terre avait enfin parlé. Elle avait gardé son secret avec une obstination farouche, mais les travaux de l'homme avaient fissuré son silence. La bicyclette bleue d'Élise, et à ses côtés, ce qui restait d'elle, réouvrait un dossier que l'on pensait classé à jamais. Le mystère d'Annecy, ce fardeau lourd de l'absence, était sur le point d'être exhumé, promettant de révéler une vérité que personne n'osait plus espérer. Une vérité qui allait secouer la quiétude apparente de la ville et forcer le passé à confronter le présent. La découverte des restes humains aux côtés de la bicyclette d'Élise avait fait l'effet d'une bombe dans la région d'Annecy, transformant une vieille affaire de disparition en une enquête criminelle de la plus haute importance. Le site de la découverte, sur cette route secondaire oubliée, fut gelé et sécurisé avec une rigueur absolue. Chaque motte de terre, chaque brin d'herbe devint une pièce potentielle d'un puzzle macabre. Pendant des jours, une équipe de scientifiques légistes, menée par des experts de la gendarmerie nationale, travailla sans relâche, exhumant les vestiges avec une patience infinie, dans l'espoir de reconstruire les événements d'il y a 35 ans. La bicyclette bleue, désormais symbole poignant de cette tragédie, fut transportée avec une précaution extrême au laboratoire d'analyse criminelle, un sanctuaire de la science où le temps et la décomposition étaient scrutés sous tous les angles. L'atmosphère y était lourde, empreinte d'une gravité silencieuse. Les techniciens, armés de gants, de masques et d'instruments de précision brosses délicates, microscopes à balayage, spectromètres, entreprirent le désassemblage et l'examen de chaque composant du vélo. Des photographies haute résolution furent prises à chaque étape du processus, documentant l'état de corrosion avancé, les déformations du cadre, les résidus de terre incrustés dans les moindres recoins. L'espoir de trouver des preuves tangibles, préservées après tant d'années passées sous terre, semblait faible, presque déraisonnable. Pourtant, c'est au milieu de cette rouille omniprésente et de ces dégradations que la patience des enquêteurs fut récompensée de la manière la plus inattendue. Un technicien, spécialisé dans l'analyse des traces, examinait le cadre du vélo sous une lumière rasante. Son regard fut attiré par une anomalie singulière, à l'endroit précis où le tube horizontal rencontre la potence. Là, incrusté dans une couche de graisse séchée, presque fossilisée, se distinguait une forme. L'oxydation du métal avait épargné cette minuscule parcelle, et la graisse, par une alchimie improbable de la terre et du temps, s'était solidifiée, agissant comme un parfait moulage. Au fur et à mesure que les couches de saleté furent retirées avec une infinie délicatesse, la forme se précisa. C'était une empreinte digitale. Étonnamment claire, les crêtes et les sillons papillaires parfaitement discernables, comme si elles venaient d'être apposées. La stupeur fut palpable dans le laboratoire. Un tel détail, si parfait, après 35 ans d'enfouissement, relevait de la quasi-miracle. La nature elle-même avait, semble-t-il, décidé de ne pas laisser ce crime dans l'oubli. L'empreinte fut numérisée avec le plus grand soin. Chaque ligne, chaque motif fut capturé par des capteurs optiques de haute précision, puis soumis au fichier automatisé des empreintes digitales, le système national d'identification biométrique. Les secondes qui suivirent furent chargées d'une tension électrique. Les techniciens et les officiers présents retinrent leur souffle, conscients que cette simple trace pouvait enfin briser un silence qui durait depuis des décennies. La base de données, interrogeant des millions de fiches anthropométriques, travailla en arrière-plan, faisant correspondre des motifs invisibles à l'œil nu. Puis, le verdict s'afficha sur l'écran. Un nom, une photo d'identité jaunie par le temps, un dossier criminel. L'empreinte correspondait à celle de Thierry Dufresne. Le nom de Thierry Dufresne, alors âgé de 77 ans, résonna dans les couloirs du commissariat d'Annecy avec une force inattendue. L'homme n'était pas inconnu des services de police. Son dossier révélait une tentative de viol datant du début des années 1970, une affaire sordide qui l'avait conduit derrière les barreaux pour quelques années. Libéré sur parole, il avait regagné sa ferme isolée, menant une existence discrète, presque effacée, aux confins de la campagne annécienne. Ce passé, que beaucoup croyaient oublié, ressurgissait avec une implacable précision, tissant un lien glaçant avec la disparition d'Élise Tonnet.
La coïncidence était trop frappante pour être ignorée. La réouverture officielle de l'affaire Ellistonnet fut prononcée sans délai, propulsant le dossier du statut de cold case à celui de priorité absolue. L'équipe d'enquête, galvanisée par cette avancée majeure, se mit en mouvement. Un mandat d'arrêt fut immédiatement délivré. Thierry Dufresne fut localisé à sa ferme, un ensemble de bâtiments anciens, isolés du monde, où il semblait vivre reclus avec ses bêtes. Les gendarmes arrivèrent sur les lieux en fin de journée. Le vieil homme, aux traits tirés et au regard las, travaillait dans sa cour, le dos courbé par l'âge et les décennies de labeur. Il portait des vêtements usés, imprégnés de l'odeur de la terre et du foin. Confronté à la présence des forces de l'ordre, il ne montra aucune résistance. Son visage, bien que traversé par une lueur de surprise, affichait une résignation presque déconcertante. C'était l'image d'un homme que le temps avait peut-être fait vieillir, mais dont le passé, tel une ombre tenace, avait finalement rattrapé le présent. Menotté, Thierry Dufresne fut conduit au poste de gendarmerie. Le trajet se déroula dans un silence pesant, l'homme semblant s'être muré dans un mutisme que les années n'avaient fait que renforcer. L'interrogatoire s'annonçait long, potentiellement ardu. Les enquêteurs savaient qu'ils étaient sur le point de percer un mystère que la Terre avait gardé jalousement pendant 35 ans. Leurs preuves étaient solides, l'empreinte digitale, l'emplacement du corps, les vestiges désormais en leur possession. Le moment de vérité approchait, et la confrontation avec ce vieil homme, au passé trouble, allait peut-être enfin lever le voile sur le sort tragique d'Ellistonnet. La pièce d'interrogatoire, froide et austère, attendait de recueillir les mots qui pourraient délier un silence de près de 4 décennies. La pièce d'interrogatoire, austère et insonorisée, était plongée dans une lumière crue. Thierry Dufresne, l'homme de 77 ans que le temps avait courbé mais dont les yeux gardaient une lueur méfiante, était assis face aux enquêteurs. Le silence initial fut lourd, chargé de 35 années de non-dits. Dufresne, d'abord, adopta une attitude mutique, répondant aux questions par des hochements de tête négatifs ou des murmures inaudibles, feignant l'oubli ou la confusion que son âge aurait pu justifier. Il niait toute implication, toute connaissance du sort d'Ellistonnet. Mais les enquêteurs n'étaient pas venus sans préparation. Leur approche fut méthodique, implacable. Les preuves, accumulées avec une rigueur scientifique, furent présentées une à une. D'abord, la photographie de la bicyclette bleue d'Élise, exhumée de sa tombe de terre, son état de corrosion ne cachant pas sa teinte distinctive. Puis, les rapports d'analyse des fragments osseux, confirmant avec une certitude absolue qu'il s'agissait bien des restes d'Ellistonnet, grâce à des comparaisons ADN avec des échantillons familiaux fournis par Catherine et Philippe. Les larmes contenues par les enquêteurs à cette révélation furent un testament silencieux à la gravité de la découverte. Ensuite vint l'argument massu. L'image projetée sur l'écran, une reproduction agrandie de l'empreinte digitale. Parfaitement nette, incrustée dans cette tache de graisse fossilisée sur le cadre du vélo. Cette empreinte, monsieur Dufresne, appartient à votre pouce droit, déclara l'un des officiers d'une voix calme mais ferme, sans laisser de place au doute. Le vieux fermier, qui avait maintenu un masque d'indifférence, vacilla. Une tension visible traversa son visage. Le regard fuyant, il tenta encore de nier, de jurer son innocence, mais les mots sonnaient creux, privés de conviction. L'interrogatoire se poursuivit, les enquêteurs pressant Dufresne avec d'autres éléments, des traces de terre et de fibres trouvées sur les lieux de l'inhumation et qui, malgré le temps, présentaient des similitudes avec son environnement. Des indices ténus, mais qui, combinés à l'empreinte et au corps, formaient un faisceau d'éléments irréfutables. La carapace de Dufresne commença à se fissurer. Des tremblements parcourent ses mains noueuses. Son regard se perdit, non plus dans l'évitement, mais dans un lointain passé qu'il avait cru enterré à jamais. Puis, au terme de longues heures de confrontation, le barrage céda. D'abord un soupir lourd, puis des mots qui s'échappèrent, arrachés à des décennies de silence. D'une voix rauque et hésitante, Thierry Dufresne commença sa confession. Il raconta. Il était ce jour de 1982, près du parcours de la Marathona cycliste du lac. Il avait vu Élise. La jeune femme, rayonnante de jeunesse et d'énergie, s'était arrêtée, visiblement désorientée. Elle avait commis une erreur de parcours, s'était retrouvée sur une bifurcation mal signalisée et cherchait son chemin pour revenir sur le tracé officiel. Thierry, alors âgé de 42 ans, agriculteur des environs, s'était approché, feignant la bienveillance. Il lui avait proposé de l'aider, de la guider. Mais au lieu de la ramener sur le bon chemin, il l'avait délibérément entraînée vers une petite route de campagne isolée,
une impasse bordée d'arbres touffus et de végétation dense, loin des regards et du tumulte de la course. Là, il l'avait enjôlée, puis menacée, la contraignant à le suivre jusqu'à une cabane abandonnée sur ses terres, un lieu de stockage oublié, rustique et sommaire. Il l'avait séquestrée pendant 2 jours, un huis clos d'horreur et d'abus que les enquêteurs recueillirent avec une gravité froide. Élise, désespérée, avait tenté de s'échapper, de fuir l'enfer dans lequel elle était enfermée. C'est lors de cette tentative de fuite, dans un geste de panique et de violence, que Thierry Dufresne l'avait tuée. Il n'avait pas donné de détails sur la méthode, mais le fait était là, Élise était morte de ses mains. Sous le choc de son acte, et cherchant à effacer toute trace de son crime, il avait creusé une fosse à proximité. Il y avait enseveli le corps de la jeune femme, puis sa bicyclette bleue, pensant que la terre, silencieuse complice, garderait son secret pour toujours. Il avait remblayé le tout, aplani le sol, semé des graines pour que la nature reprenne ses droits. Le crime semblait parfait, destiné à l'oubli. Jusqu'à ce jour de 2017 où une pelleteuse brisa le pacte du silence. La confession de Thierry Dufresne, corroborée par les preuves matérielles irréfutables, mena rapidement à l'inculpation. Le processus judiciaire, qui avait débuté par des chuchotements et des suspicions, s'acheva par une sentence claire et forte. Le procès, suivi de près par la presse nationale et par une Annecy à la fois horrifiée et soulagée, dévoila l'intégralité de l'affaire. La puissance de l'empreinte digitale, le témoignage des experts, la confession de l'accusé, le verdict fut unanime. Thierry Dufresne fut reconnu coupable de l'enlèvement, de la séquestration et du meurtre d'Élise Tonnet. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, une peine à la hauteur de l'atrocité de son crime et de la souffrance qu'il avait infligée. La nouvelle de la condamnation apporta un étrange mélange d'émotions à Catherine et Philippe Tonnet. À 80 et 82 ans, leur vie avait été définie par une absence insoutenable. La révélation de l'horreur vécue par leur fille ravivait une douleur aiguë, celle de ne pas avoir pu la protéger. Mais, au milieu de cette peine immense, un soulagement profond commença à poindre. La vérité, aussi sombre soit-elle, était enfin connue. Le monstre avait un visage, un nom, et serait enfermé à jamais. Le fantôme d'Élise pouvait enfin reposer en paix. Quelques semaines plus tard, sous un ciel gris et lourd, Catherine et Philippe, accompagnés d'une poignée de proches et de Mathis Joubert, l'ouvrier qui avait permis cette découverte, purent enfin offrir à Élise les funérailles dignes qu'elle méritait. Une petite stèle fut érigée dans le cimetière d'Annecy, portant son nom et ses dates de vie. Pour la première fois depuis 35 ans, Élise avait un lieu de repos, un endroit où ses parents pouvaient venir se recueillir, parler à sa mémoire et pleurer un deuil qui n'avait jamais pu être achevé. L'affaire Élise Tonnet devint un chapitre sombre et mémorable de l'histoire d'Annecy. Non seulement par la disparition brutale d'une jeune femme prometteuse et la découverte macabre de ses restes, mais surtout par le détail improbable qui avait brisé le silence, une simple empreinte digitale, préservée par une tache de graisse séchée sur le cadre d'un vélo. C'était une coïncidence extraordinaire, un fil ténu qui, après 35 ans, avait tissé le chemin de la vérité et de la justice. Une histoire qui rappelait, avec une cruelle acuité, que le temps peut bien enfouir les secrets, mais qu'il ne les efface jamais complètement. La terre avait gardé son fardeau, mais n'avait pu l'étouffer éternellement. Après 35 années d'un silence assourdissant, la terre a enfin murmuré la vérité. Une vérité arrachée à l'oubli par le hasard des travaux humains et le miracle d'une empreinte digitale, figée dans la Grèce comme une relique du passé. Le voile s'est levé sur le destin tragique d'Élise, offrant à ses parents, Catherine et Philippe, une sépulture, et peut-être l'ébauche d'une paix. La justice, patiente et inattendue, a finalement accompli son œuvre, enfermant l'ombre qui hantait Annecy. Cette histoire, celle d'Élise Tonnet, nous rappelle que le temps peut bien consumer les souvenirs et masquer les preuves, mais qu'il ne parvient jamais tout à fait à éteindre la lueur de la vérité. Parfois, un détail infime, une marque anodine, suffit à percer l'obscurité des décennies, révélant la persistance du mal et la résilience d'une quête de justice. Elle souligne la fragilité des vies et la force des marques laissées, même dans le plus profond des secrets. Que pensez-vous de la manière dont cette vérité a éclaté au grand jour? Croyez-vous au rôle du destin dans cette découverte improbable? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne Vestiges d'un mystère pour ne manquer aucune de nos futures explorations des abysses du passé.